3 mois se sont écoulés depuis l'expédition et je continue de vérifier chaque matin les coordonnées GPS de ma maison. C'est devenu un réflexe. Je me réveille, je prends mon téléphone, j'ouvre l'application avec la carte et je vérifie que le point indiquant ma position se trouve bien là où était mon lit la veille. Pour l'instant, tout correspond, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tout a commencé le 29 septembre de l'année dernière. Notre groupe était composé de 4 personnes, réunies grâce au financement d'une fondation privée qui souhaite rester anonyme. La fondation s'intéressait aux espèces biologiques non confirmées et notre destination était la région des Appalaches, en Virginie occidentale. Quelques mois avant, des caméras automatiques installées de par des chasseurs locaux avaient pu me capturer plusieurs fois quelque chose qu'ils n'avaient sûrement pas pu identifier. La qualité des images était mauvaise, mais on pouvait distinguer une silhouette très grande et sombre qui se déplaçait entre les arbres sur 2 jambes. Ça apparaissait à l'aube ou au crépuscule, toujours à la périphérie du cadre, et on l'a surnommé « la Grande Ombre ». Notre sponsor a offert une belle récompense à celui qui fournirait des infos claires, photos, vidéos ou échantillons biologiques. On n'était pas le premier groupe, mais apparemment le mieux préparé. Le chef, c'était Coleman, un ancien militaire de 45 ans, avec une sacrée expérience de la survie dans la nature. Il s'occupait de la logistique, de la sécurité et des décisions finales. Liam, le plus jeune d'entre nous, il avait environ 28 ans, était notre technicien. Il avait apporté tout un arsenal d'équipements, des capteurs infrarouges passifs, des détecteurs sismiques, des caméras de vision nocturne et un drone équipé d'une caméra thermique. Evelyn, une femme d'environ 35 ans, était spécialiste des traces et du comportement des animaux. Elle avait grandi dans cette région et connaissait la forêt mieux que n'importe lequel d'entre nous. Moi, Arthur, j'étais l'assistant de terrain et je tenais un journal détaillé de l'expédition. Ma tâche consistait à noter tout ce qui se passait, des conditions météorologiques aux moindres écarts par rapport au plan. Les 2 premiers jours se sont déroulés exactement comme prévu. On a installé notre camp de base dans une petite clairière près d'un ruisseau, comme prévu. L'endroit était parfait, bonne vue, source d'eau et assez loin des sentiers touristiques de connus. On a monté 4 tentes en cercle et aménagé un emplacement pour un feu au centre. Liam a installé des détecteurs de mouvement tout autour du camp, connectés à un dispositif d'alarme dans sa tente. Coleman a établi un planning des gardes. Tout était routinier et même ennuyeux, ce qui est un bon signe dans ce genre d'expédition. La forêt vivait sa vie. Les oiseaux chantaient pendant la journée, les hiboux ululaient de la nuit et on entendait parfois le hurlement des coyotes. On faisait de petites sorties pour se familiariser avec les lieux et recueillir des infos pour les cartes. Evelyn trouvait des traces de cerfs et d'ours, mais rien d'inhabituel. La première bizarrerie s'est produite le 3e jour. On est rentré au camp après une expédition de 8 heures sur le versant nord de la chaîne de montagnes. On était crevés et affamés. Coleman a tout de suite remarqué que le bouchon de sa gourde était entrouvert. Pas beaucoup, juste d'un tour, mais il était sûr de l'avoir bien fermé. On a pensé que c'était un accident, peut-être que quelqu'un l'avait touché en passant. Puis, Evelyn a montré le feu de camp. Plusieurs bûches qu'on avait soigneusement empilées pour le feu du soir avaient été déplacées, formant un triangle bizarre, presque parfait. Ça aussi, on pouvait l'expliquer. Peut-être qu'un animal sauvage les avait touchés, même s'il n'y avait aucune trace autour. Liam a vérifié les enregistrements des détecteurs de mouvement. Il y avait eu plusieurs déclenchements pendant la journée, mais ils avaient tous été causés par des cerfs et 2 ratons laveurs. Rien de gros. Le soir, assis autour du feu, on a discuté de l'itinéraire du lendemain. L'ambiance était calme, mais une légère tension était déjà palpable. Coleman était silencieux et scrutait sans cesse la paroi sombre de la forêt qui nous entourait. Il faisait partie de ces gens
qui font plus confiance à leur instinct qu'à la technologie. Demain, on va élargir le périmètre des détecteurs, a dit Liam. On va installer quelques caméras supplémentaires sur les approches lointaines. Coleman a hoché la tête. Et on ne se déplacera qu'à deux, même pour aller aux toilettes, a-t-il ajouté. C'était une mesure de précaution raisonnable. Le 4e jour, au matin, on a trouvé des traces. Elles étaient datant juste à côté du feu éteint, à quelques pas de nos tentes. Ce n'étaient ni pas nos bottes, ni des traces d'animaux. Les empreintes étaient modo nues, mais la forme du pied était bizarre. Elles étaient bien plus longues et plus étroites que celles d'un humain, avec une empreinte anormalement profonde à l'avant et presque aucune trace de talon. C'était comme si quelque chose de très lourd s'était tenu là, tout son poids sur les orteils. Il y avait 6 orteils. Evelyn s'est accroupie et les a examinés attentivement. Elle ne disait rien, se contentant de secouer la tête. « Les capteurs n'ont rien détecté », a dit Liam en regardant sa tablette. « C'est impossible. Les sismographes auraient dû se déclencher avec un poids pareil. Les infrarouges auraient dû détecter la chaleur du corps. » Il a redémarré le système, vérifié les câbles. Tout fonctionnait correctement. Coleman a fait le tour du campement. Les traces partent de la forêt et y reviennent. Une seule paire. Quelqu'un est venu, est de rester, puis est reparti, a-t-il rapporté. Sa voix était calme, mais je voyais ses muscles se crisper. On était au milieu de notre campement, où 4 personnes avaient bien dormi toute la nuit, et on savait que quelqu'un ou quelque chose était à quelques mètres de nous, et que notre technologie, soi-disant sophistiquée, l'avait ignoré. C'est à ce moment-là que l'expédition a cessé d'être une routine. On n'était plus des chasseurs. On a compris qu'on nous observait. On a travaillé toute la journée dans la tension. On a installé des caméras supplémentaires, désormais dirigées non seulement vers l'extérieur, mais aussi vers le campement lui-même. Liam a lancé plusieurs fois le drone, mais la caméra thermique ne montrait que la faune habituelle de la forêt. On parlait peu, seulement pour les besoins. Chaque bruit dans la forêt nous faisait sursauter. Le soir, personne ne voulait se séparer pour aller dans les tentes. On était restés assis autour du feu jusqu'à tard dans la nuit, jetant des bûches et scrutant l'obscurité. Le 5e jour a marqué un tournant, après quoi la logique a cessé de fonctionner. Le matin, on a décidé de faire une petite reconnaissance. Coleman a insisté pour qu'on explore un petit canyon à environ 1 demi-mile à l'ouest. C'était un endroit prometteur, étroit et difficile d'accès, une cachette idéale pour une grosse créature. On a laissé la plupart de notre équipement au campement, emportant seulement le strict nécessaire, des radios, de l'eau, des armes et une trousse de premiers secours. On est parti pour pas plus de 3 heures. Pendant ce temps, on est resté en contact par radio toutes les 15 minutes. Tout était calme. Quand on est revenu, le campement avait disparu de la clairière. On a d'abord été choqués. On se tenait au bord de la clairière et on regardait cet espace vide. Il n'y avait plus ni tente, ni feu, ni notre équipement. Seule l'herbe était piétinée à l'endroit où nous avions dormi. « Un vol ?» a suggéré Liam, mais sa voix tremblait. Mais qui aurait pu emporter 4 tentes et tout notre équipement en 3 heures dans le silence le plus total sans laisser la moindre trace? Coleman a ordonné à tout le monde de se disperser et d'inspecter les environs. Je suis parti vers le nord, Evelyn vers le sud. C'est moi qui l'ai trouvé. À environ 100 mètres au nord de l'endroit où on était, dans la même clairière, se trouvait notre campement. La tente est disposée dans le même ordre. Au centre, les braises fumaient dans le foyer. Ma tasse était posée sur une caisse renversée, exactement là où je l'avais laissée. J'ai appelé les autres par radio. Quelques minutes plus tard, ils étaient là, regardant la scène en silence. On est entré doucement dans le camp. Tout était à sa place, absolument tout.
le livre ouvert sur mon sac de couchage, les chaussettes de Liam qui s'écherbent sur une branche, même le triangle de bûche près du feu. Rien n'indiquait que le camp avait été déplacé. Pas de branches cassées, pas de traces sur le sol. Il était juste là, comme s'il avait toujours été là. On a vérifié notre équipement. Rien ne manquait. « Ce n'est pas possible », murmura Evelyn. « Il nous aurait fallu une journée entière pour tout déménager et tout ranger aussi soigneusement. »« Le drone, » dit Coleman en regardant Liam. « Vérifie les enregistrements de vol. Il aurait dû filmer cet endroit quand tu as fait ton tour en drone ce matin. » Liam sortit sa tablette. Ses mains tremblaient légèrement. Il ouvrit les fichiers et fit défiler l'enregistrement du vol du matin. Le drone avait survolé cet endroit. L'enregistrement montrait une clairière vide, impossible à distinguer des centaines d'autres dans cette forêt. Aucun campement. On était complètement perdu. Toutes les explications logiques s'étaient épuisées. Une hallucination collective, trop compliquée et peu probable. Une blague incroyablement sophistiquée, mais dans quel but et avec quels moyens? Coleman a essayé de reprendre le contrôle de la situation. On prend juste le strict nécessaire. Les papiers, les appareils électroniques, les armes. On se prépare à une évacuation d'urgence. On se tire d'ici à l'aube. Mais avant qu'on commence à rassembler nos affaires, Liam, qui n'avait pas quitté ses appareils des yeux, leva les yeux vers nous. Il était blanc comme un linge. « J'ai vérifié nos coordonnées GPS, » dit-il doucement. « Et alors ?» demanda Coleman. Liam déglutit. « Elles te correspondent, au mètre près. D'après les satellites, on est exactement au même endroit où on a installé le campement il y a 5 jours. On n'a pas bougé d'ici. » La déclaration de Liam resta suspendue dans l'air, lourde et absurde. Personne ne dit un mot pendant ce qui sembla être une minute entière. On se regardait simplement, debout au milieu d'un camp qui n'était pas censé être là, mais qui, d'après les satellites, n'avait pas bougé. C'est Coleman qui rompit le silence. Sa voix était calme, dénuée d'émotion. C'était la voix d'un commandant confronté à une situation inhabituelle et non à une violation des lois de la physique. Liam vérifie le matos. Tout. Fait un diagnostic complet. Il peut y avoir des interférences, des pannes, des interférences radioélectroniques ennemies, n'importe quoi. Je veux exclure toute erreur technique. Liam acquiesça, déjà plongé dans sa tablette. Pour lui, c'était une tâche familière qui le ramenait dans le monde de la logique et des zéros et des uns. « Evelyn, Arthur, » continua Coleman. « Vérifiez encore une fois le périmètre. Mais cette fois, ne cherchez pas de traces, mais des repères, des arbres, des rochers, des reliefs particuliers, tout ce dont on pourrait se souvenir de l'ancien emplacement. Comparé avec ce que vous voyez ici. » Evelyn et moi nous sommes séparés. Je me suis dirigé vers le ruisseau. Je me souvenais très bien qu'à notre emplacement initial, un gros rocher plat, recouvert de mousse, glissait dans l'eau depuis la rive. Je m'asseyais souvent dessus pour filtrer l'eau. Je suis arrivé au ruisseau. Le rocher était toujours là. La même mousse, la même fissure, au milieu. Je suis retourné vers Coleman. Quelques minutes plus tard, Evelyn nous a rejoints. « Le pin cassé au sud de la clairière », a-t-elle dit. « Le sommet a été brisé par la foudre il y a plusieurs années. Il est toujours là. Je l'ai dessiné le premier jour. » Coleman nous a écoutés en regardant la carte étalée sur le sol. Il sortit une boussole classique, à liquide, qui ne dépend ni de piles ni de satellites. Il la posa sur la carte. L'aiguille trembla quelques secondes, puis indiqua fermement le nord. Coleman souleva la boussole, fit quelques pas en arrière, vérifia à nouveau. Le résultat était le même. « La carte et la boussole disent qu'on est au bon endroit, » dit-il. « Les satellites disent donc qu'on est au bon endroit. Les repères disent qu'on est au bon endroit. » Il fit une pause. « Mais on sait tous que ce n'est pas le cas. On sait qu'on était revenu dans la clairière déserte.
Liam revint. Diagnostic terminé. Tous les systèmes fonctionnent normalement. Le module GPS marche parfaitement. Le signal des 24 satellites est stable. Aucun signe d'intervention extérieure ou d'interférence. J'ai même vérifié les données sur l'activité solaire. Tout est calme. Il écarta les bras. La technologie affirme que nous ne sommes pas partis, que notre campement n'a pas disparu. Le soir du 6e jour est arrivé. Coleman a reporté la décision d'évacuer. Partir dans la nuit, dans une forêt où il se passait quelque chose de bizarre, aurait été suicidaire. On s'est à nouveau assis autour du feu, mais cette fois, personne n'essayait de faire semblant que tout allait au bien. On vérifiait et revérifiait les faits, essayant de trouver une faille, un point faible qui expliquerait tout. Mais il n'y en avait pas. Un seul fait était certain. Notre camp avait été déplacé de 100 mètres, mais tous les systèmes de navigation et les repères naturels indiquaient le contraire. Cela signifiait deux choses. Soit nous étions victimes d'une hallucination collective incroyablement détaillée, soit quelque chose était capable de modifier l'espace autour de nous. La deuxième option semblait absurde, mais la première n'était guère plus réconfortante. À un moment donné, la radio posée sur une caisse de provisions s'est mise à grésiller. C'était celle de Coleman. On a tous sursauté. Il les avait réglées sur une fréquence sécurisée et on ne les utilisait que pendant les raids. « Vérifie le canyon », a dit la voix de Coleman dans le haut-parleur. « C'est un endroit prometteur. » On s'est figé. C'était sa phrase, la même qu'il avait prononcée hier matin avant qu'on quitte le camp. L'enregistrement était clair, sans interférence. On laissera la plupart de l'équipement au camp, a continué le haut-parleur avec la voix de Liam. On prend les radios, l'eau, les armes. C'était ma voix. La radio reproduisait notre conversation de la veille, à la perfection. On était resté silencieux, écoutant nos propres fantômes. Puis, après quelques secondes de silence, la radio s'est remise en marche. Mais cette fois, c'était une phrase qu'aucun de nous n'avait prononcée. C'était la voix calme et posée d'Evelyn. Arthur vérifie le rocher près du ruisseau. Je me suis figé. À ce moment-là, j'étais dos au ruisseau, à côté de Coleman. Evelyn était assise en face, les lèvres serrées. Elle ne disait pas un mot. La radio parlait d'une action que j'avais faite quelques heures plus tôt, avec la voix de quelqu'un qui ne disait rien. Coleman a lentement tendu la main et a éteint la radio. « Rassemblez tous les moyens de communication », a-t-il ordonné. « Enlevez les piles. À partir de maintenant, on ne dit plus un mot. » La nuit a été agitée, ponctuée de sommeil intermittent. On était de garde par deux. J'ai pris la relève d'Evelyn de 2h à 4h du matin. On était assis dos à dos, elle regardait vers le sud, moi vers le nord. Le feu était presque éteint, il ne restait que des braises qui diffusaient une faible lueur orange. Je scrutais méthodiquement la lisière de la forêt, essayant de ne pas céder à la panique. Environ 1 heure après le début de ma garde, j'ai tourné mon regard vers le centre du camp, vers l'emplacement du feu. Et pendant une fraction de seconde, j'ai vu des gens. 4 silhouettes sombres étaient assises autour des braises, exactement comme nous étions assis quelques heures plus tôt. Je voyais la silhouette de la tête de Coleman penchée sur le côté, la silhouette voûtée de Liam, le dos droit d'Evelyn et ma propre silhouette. Ils ne bougeaient pas. Ils étaient montés juste assis là, regardant le feu qui s'éteignait. Ce n'était pas comme une vision. Les silhouettes étaient moins solides, matérielles. Elles projetaient de faibles ombres. J'ai cligné des yeux, essayant de mieux voir. Et ils ont disparu. Il ne restait plus que des braises et les bûches vides sur lesquelles nous étions assis. « T'as vu quelque chose ?» m'a demandé Evelyn à voix basse, sans se retourner. « Non, ai-je menti. J'ai dû rêver. » Je ne voulais pas semer la panique. C'était peut-être juste la fatigue et mon imagination qui me jouaient des tours.
Mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que ce que j'avais vu était bien réel. À l'aube du 7e jour, Coleman prit une décision définitive. « Voici le plan », dit-il en nous rassemblant. « La mission est annulée. Notre objectif est de survivre. On prend un seul sac à dos pour tout le monde. Juste de l'eau, de la bouffe pour 2 jours, une trousse de secours, un pistolet de détresse et un fusil. On laisse tout le reste. Les cartes, la boussole, le téléphone satellite. On va tout droit vers l'est, en suivant le soleil. À une 30aine de kilomètres, il devrait y avoir une route forestière. On marche sans s'arrêter. Pas d'exploration, pas de déviation. On va juste vers l'est. C'était un plan sensé. Abandonner le matériel compromis et compter sur les méthodes de navigation les plus basiques. On a rapidement préparé un sac à dos. Coleman a pris le fusil. À 7h du matin, quand le soleil a dépassé la cime des arbres, on a quitté le camp et on s'est mis en route vers l'est. On a marché pendant 3 heures. La forêt était monotone, mais on gardait obstinément le soleil sur notre gauche, avançant comme on le croyait, en ligne droite. On ne parlait pas, économisant nos forces. Coleman marchait devant, ouvrant la voie, et moi, je fermais la marche. Après 3 heures de marche ininterrompue, nous sommes arrivés à un ruisseau. Nous nous sommes arrêtés pour faire le plein d'eau. Je me suis approché du bord et je me suis figé. Juste devant moi, un gros rocher plat, recouvert de mousse et fendu en son milieu, émergeait de l'eau. C'était le ruisseau de notre campement. Nous avions marché 3 heures vers l'est pour revenir au point de départ. La panique commença à nous envahir, froide et collante. Coleman jura en regardant le soleil, puis le ruisseau. C'était impossible. « On a tourné en rond », dit Liam, haletant. « Impossible », rétorqua Coleman. « J'ai suivi le soleil, on a marché tout droit. » C'est alors qu'Evelyn, qui avait passé tout ce temps à examiner le sol au bord de l'eau, nous appela doucement. On s'approcha. Elle nous montrait le sol humide. Il y avait des traces, 4 paires de bottes. Nos bottes. « Ce sont nos traces », dit-elle. Sa voix était parfaitement calme, et ce calme rendait la situation encore plus effrayante. Nous étions déjà là ce matin. Elle leva les yeux vers nous. Mais les traces mènent dans la direction opposée. À en juger par elle, nous sommes allés vers l'ouest. Ce qu'Evelyn avait remarqué était indéniable. C'était aussi clair que si c'était gravé dans la pierre. Nos propres traces prouvaient que notre esprit et nos intentions ne nous appartenaient plus. On pensait aller vers l'est, mais nos corps nous emmenaient vers l'ouest, vers le piège. Le soleil, le moyen de navigation le plus ancien et le plus fiable, faisait désormais partie de l'illusion. Nous étions de retour dans ce camp maudit. Le moral était au plus bas. Coleman n'essayait plus de jouer les commandants imperturbables. Il s'assit sur un tronc et regarda longuement ses mains. Dans ses yeux, j'ai vu pour la première fois quelque chose qui ressemblait à de la peur. Pas une peur panique, mais la peur froide et calculatrice d'un homme qui a compris que l'ennemi joue selon des règles qu'il ne comprend pas et ne peut pas prévoir. « Je vous ai vu », ai-je dit dans le silence qui s'était installé. Tout le monde s'est tourné vers moi. La nuit dernière, pendant mon tour de garde, je nous ai tous vus, assis autour du feu. Juste une seconde. Des silhouettes. Liam me regarda, puis Evelyn. La radio, elle parlait de ce que tu faisais, Arthur. Et maintenant, tu nous as vus. Ce ne sont pas juste des interférences. Ça nous observe, ça enregistre, et ça reproduit. Il ne se contente pas de reproduire, le corrigea Evelyn. Il contrôle. Il nous a fait demi-tour comme un troupeau de moutons et nous a ramenés ici. À ce moment-là, Coleman leva la tête. Son regard retrouva sa dureté d'autrefois. Donc on ne bouge plus. Si le moindre mouvement nous ramène ici, on reste ici. C'est notre position. On la tient. Et qu'est-ce qu'on attend ? Demanda Liam. Les secours ? On aurait dû les contacter il y a 2 jours. Ils ne commenceront pas les recherches avant une semaine. On a de quoi manger pour 4 jours.
si on fait attention. On attend qu'il fasse son prochain coup, répondit Coleman. On ne va plus jouer selon ses règles en essayant de s'échapper. On va le forcer à venir à nous. À partir de maintenant, on se met en défense circulaire. Personne ne dort en même temps. On monte la garde par deux, mais les autres restent mis dans les tentes, prêts à intervenir. Les armes sont chargées. On économise l'eau et la nourriture. Tous les déplacements dans le camp se font à portée de vue les uns des autres. Son plan était un geste désespéré, mais il nous donnait un objectif. Cesser d'être des proies en fuite et devenir une garnison dans une forteresse assiégée. On a passé le reste de la journée à renforcer le camp, même si on ne savait pas vraiment de quoi on se protégeait. On a tendu des cordes avec des boîtes de conserve tout autour du camp. C'était rudimentaire et stupide comparé à ce à quoi on faisait face, mais c'était une action. Agir nous aidait à ne pas perdre la tête. La nuit du 7e jour était tombée. On n'a pas fait de grand feu, juste un petit pour nous éclairer et nous réchauffer. On était tous les 4 assis là, sans parler. Chaque bruit dans la forêt nous faisait sursauter. Mais la forêt était silencieuse. Même les bruits habituels de la nuit, le craquement des branches, les cris des oiseaux nocturnes, avaient limpov disparu. Un silence absolu et anormal régnait. C'est dans ce silence qu'il est apparu. De l'autre côté de la clairière, à environ 50 mètres de nous, une lumière a jailli. Une lumière orange, peu intense, comme si quelqu'un avait allumé un feu. On s'est levé d'un bond, armes à la main. 4 silhouettes se sont lentement dessinées dans la lumière. Elles se sont assises par terre. C'étaient des copies, conformes de nous-mêmes. On restait là, figés, à regarder notre propre campement double. Il y avait un double de Coleman qui posait son fusil sur ses genoux. Un double de Liam qui regardait quelque chose par terre. Un double d'Evelyn, assise le dos parfaitement droit. Et mon double qui regardait simplement le feu. Ils avaient leur propre feu, leur propre silhouette, leur propre silence. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a chuchoté Liam, sans quitter son double des yeux. Personne n'a répondu. On regardait, comme hypnotisé. Et c'est là que le pire a commencé. Mon double a lentement levé la main et s'est gratté l'arrière de la tête. Une seconde plus tard, j'ai inconsciemment répété ce mouvement. J'ai senti une démangeaison à l'arrière de la tête et j'ai levé la main. Je me suis figé, réalisant ce que j'avais fait. Le double de Liam s'est penché vers son feu et a redressé une bûche. 2 secondes plus tard, notre Liam, comme obéissant à un ordre invisible, a fait la même chose. Il ne fait pas que répéter, ai-je murmuré. Il anticipe. Ou alors, c'est nous qui répétons après eux. On était restés là à regarder ce spectacle silencieux pendant plus d'1 heure. Les doubles se comportaient de manière tout à fait normale. Ils vérifiaient dans leur équipement qu'ils n'avaient pas, buvaient dans des tasses qu'on ne voyait pas, discutaient sans émettre un son. C'était une pantomime de notre vie, jouée par des fantômes. Le sentiment de réalité s'estompait à chaque minute qui passait. On était les spectateurs d'un théâtre de l'absurde dont on était les acteurs. Coleman a craqué le premier. Il a fait un pas en avant. « Qui êtes-vous » a-t-il crié dans l'obscurité. Sa voix a résonné dans le silence mortel. Son double, de l'autre côté de la clairière, s'est aussi levé. Il a ouvert la bouche dans un cri silencieux. Aucun son n'en est sorti. Il a juste copié exactement le mouvement, la posture, l'expression de rage sur le visage de Coleman. Puis, quand Coleman baissa les bras, choqué par ce spectacle, le double se rassit lentement, en même temps que lui. Il ne répondit pas, il ne menaça pas. Il était juste un miroir sourd et muet. La vision disparut aussi vite qu'elle était apparue. Le feu des doubles et les 4 silhouettes s'éteignirent, se dissolvant dans l'obscurité en une fraction de seconde. Le silence revint, mais il semblait maintenant encore plus oppressant. On était seul dans la clairière,
Aucun de nous ne dormit cette nuit-là. On resta assis jusqu'à l'aube, attendant que la vision revienne. Mais rien ne se passa. Quand les premiers rayons du soleil ont touché les arbres, le 8e jour, nous nous sommes approchés, titubants de fatigue, de l'endroit où se trouvait le campement fantôme. Nous nous attendions à tout. Une terre brûlée, des traces, un signe quelconque. Mais il n'y avait rien. Le sol forestier était complètement intact. Pas une seule branche cassée, pas une seule feuille écrasée. Une hallucination, murmura Liam. Collective, provoquée par le stress, peut-être, ou par un gaz qui s'échappe du sol. Il essayait de trouver une explication logique, s'y accrochait comme un naufragé qu'à une bouée. Et j'ai presque cru à son histoire. On voulait tous y croire. Mais là, Evelyn, qui regardait attentivement le sol, s'est figée. « Regardez », a-t-elle dit doucement. On s'est approché. Sur le sol, parmi les feuilles mortes, gisait un objet métallique. Il brillait dans la lumière du matin. C'était un couteau suisse, de marque, avec des inserts orange. Le couteau suisse de Liam. « Je l'ai perdu ?» demanda Liam désorienté, en tapotant ses poches. Il retira sa main. Il avait son couteau dans la main. Il le tenait dans sa main. Il se pencha lentement et ramassa le deuxième outil par terre. Il les tenait maintenant tous les deux dans ses mains. L'un dans la main droite, l'autre dans la main gauche. Ils étaient absolument identiques, pas simplement du même modèle. On se pencha tous pour les examiner. Chaque rayure sur le boîtier, chaque éraflure sur le manche en plastique, le petit éclat à la base des pinces que Liam avait fait il y a 2 ans, tout était identique au micron près. Liam avait dans les mains 2 outils absolument identiques, l'un qu'il avait apporté avec lui et l'autre qui n'aurait pas dû exister. Liam était assis par terre, les 2 outils multifonctions dans les mains, et les regardait en silence. Il avait y resté comme ça pendant presque 1 heure. Il les a pesés dans ses mains, les a tapés l'un contre l'autre, essayant de trouver la moindre différence. Coleman s'est approché et lui a pris les 2 outils. Il en a glissé un dans la poche de Liam et a gardé l'autre pour lui. « Arrête, dit-il. Ce n'est pas grave, c'est juste un fait de plus. Accepte-le et passe à autre chose. » Mais Liam ne pouvait pas. Pour lui, dont le monde était construit sur la logique et les lois physiques, ce deuxième couteau multitâche n'était pas juste un fait. C'était une hérésie. Il devint obsédé par l'idée des doublons. Il passa toute la 8e journée à parcourir le camp, à compter et à inspecter notre équipement. Il comparait les numéros de série des piles, cherchait des différences dans le motif des semelles de nos chaussures, mesurait la longueur des cordes. Il était devenu une liste d'inventaire ambulante et son marmonnement sur la violation du principe d'identité nous rendait fous. Coleman, de son côté, était tombé dans l'autre extrême. Il avait instauré un contrôle total. On devait rendre compte de chacun de nos gestes. Je vais au ruisseau chercher de l'eau. Je vérifie le périmètre. On devait garder tous nos effets personnels sur nous en permanence. Toutes les 2 heures, il faisait une inspection générale de notre équipement, nous obligeant à vider nos sacs à dos et nos poches. Il essayait d'imposer à un système qui brisait la réalité sa discipline militaire. C'était pitoyable et voué à l'échec. On n'était plus une équipe. On était 4 foyers de paranoïa enfermés dans un petit bout de terre. Evelyn était la seule à garder une apparence calme. Elle observait simplement. Son visage était devenu comme un masque de pierre. Le soir du 8e jour, alors qu'on était assis autour du feu, dans un silence oppressant, Evelyn a poussé un petit cri. Elle regardait son sac de couchage qui était à l'entrée de sa tente. Sur celui-ci se trouvait une petite pierre, lisse, presque blanche, de forme ovale. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Coleman, tendu. Evelyn ne répondit pas. Elle s'approcha, prit la pierre et revint vers le feu. Elle ouvrit la paume de sa main. La pierre n'avait rien de spécial, c'était juste un caillou de rivière. « Quand j'avais 7 ans, dit-elle lentement,
sans quitter la pierre des yeux. J'en ai trouvé une exactement pareille sur les rives de l'Ohio. Je l'ai gardée dans ma poche comme un talisman pendant presque un an, puis je l'ai perdue. Je n'en ai jamais parlé à personne. On regardait la pierre dans sa main. Ce n'était plus juste une pierre, c'était un message. Elle ne savait pas juste à quoi on ressemblait ou ce qu'on disait. Elle savait ce qu'on avait dans la tête. Elle fouillait dans nos souvenirs. Après cette découverte, Liam a arrêté ses inventaires. Son obsession a laissé place à l'apathie. Il a compris qu'il était inutile de compter les fourchettes et les couteaux quand un ennemi pouvait extraire de votre tête un souvenir vieux de 20 ans et le matérialiser. Le matin du 9e jour, ce fut le tour de Coleman. On s'est réveillé et on a vu qu'une douille en laiton était posée sur sa carte, qui était restée ouverte sur le tiroir. Coleman l'a prise entre 2 doigts. Il a longuement examiné le fond, puis a levé vers nous ses yeux vides. 7,62 mm sur 54, a-t-il dit d'une voix mécanique. C'est une cartouche pour le fusil de sniper Dragunov. On n'a jamais eu ça dans notre arsenal. J'ai tiré avec une fois dans ma vie. Pendant des exercices de conjoint en 1999, en Allemagne. Il jeta la douille dans le feu. Sa forteresse de discipline et de protocole s'écroula. L'ennemi n'avait pas simplement contourné ses défenses. Il était à l'intérieur depuis le début. Il était dans nos têtes. La journée s'est déroulée dans le brouillard. On a à peine parlé. Chacun de nous était plongé dans ses pensées, essayant de comprendre quel souvenir allait y refaire surface. Quel objet oublié du passé allait réapparaître dans notre camp. Je vérifiais sans arrêt le contenu de mon sac à dos, mon couteau de poche, ma montre. Tout était là, tout m'appartenait. Mon tour est arrivé pendant la nuit. Je tenais un journal depuis le premier jour de l'expédition. C'était ma tâche principale. Je notais tout. La météo, les itinéraires, les relevés des instruments, les conversations, mes propres observations. C'était un gros carnet à couverture en cuir que je gardais toujours avec moi. Avant de dormir, j'ai fait ma dernière note, décrivant la douille de Coleman et l'ambiance générale déprimée de l'équipe. J'ai mis le carnet dans la poche latérale de la tente et j'ai essayé de dormir. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec une sensation bizarre. Je n'entendais rien, mais j'ai juste senti que quelque chose avait changé. J'ai ouvert les yeux. Le rabat de ma tente était entrouvert et la lueur pâle de la lune filtrait à travers l'ouverture. Quelque chose gisait sur le sol, juste devant l'entrée. Quelque chose de sombre et de rectangulaire. Mon cœur s'est arrêté de battre. Lentement, en essayant de ne pas faire de bruit, j'ai tendu la main vers la poche de la tente où se trouvait mon carnet. Il était là. Je sentis sa couverture rigide. Puis je regardai l'objet à l'extérieur. C'était un autre carnet, exactement le même que le mien. Je me forçai à sortir de la tente. Liam et Coleman étaient dans de garde, assis près du feu, dos à moi, et ne semblaient quand rien avoir remarqué. J'ai ramassé le deuxième carnet. Au toucher, il était identique au mien, même cuir usé, même poids. Je suis retourné dans la tente et j'ai allumé ma lampe frontale, en la couvrant de ma main pour que la lumière ne soit pas trop vive. J'ai ouvert mon vrai journal et j'ai posé la copie à côté. J'ai commencé à feuilleter les pages de la copie. C'était bien mon écriture. Chaque lettre, chaque virgule, même les taches et les bavures accidentelles, étaient jamais reproduites à l'identique. Premier jour, deuxième jour, trace près du feu, déplacement du campement, conversation radio, les doubles, le couteau suisse, la pierre d'Evelyn, la douille de Coleman. Tout était là. Je suis arrivé à la dernière note que j'avais écrite quelques heures auparavant. Je l'ai lue dans mon journal, puis dans la copie. Le texte était identique, mot pour mot. Mais dans la copie, après ma dernière phrase, il y en avait une autre, une seule phrase écrite de ma propre main dans une écriture impeccable.
Elle était courte et définitive. Demain matin, Arthur trouvera son journal et, après avoir lu cette phrase, il décidera de les brûler tous les deux. J'étais assis dans le silence de ma tente, tenant 2 carnets dans mes mains. L'un contenait mon passé, l'autre, mon avenir. Et je savais que je n'avais pas le choix. La prédiction n'était pas une menace. C'était juste un fait qui s'était déjà produit à un moment où je ne pouvais pas le changer. J'avais déjà pris cette décision. Il ne me restait plus qu'à la mettre en œuvre. L'aube du 10e jour était froide et grise. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. J'étais resté assis dans ma tente à regarder les 2 carnets identiques. La prédiction écrite de ma main ne m'effrayait plus. Elle m'apportait une étrange sérénité. J'avais l'impression que le poids de la responsabilité de prendre une décision m'avait été enlevé. Je suis sorti de la tente alors que les autres commençaient à se réveiller. Je me suis approché du feu qui s'éteignait, j'y ai jeté quelques branches sèches et j'ai attendu que les flammes reprennent. Puis je suis revenu. J'ai pris les 2 carnets et je me suis approché du feu. « Arthur, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Coleman. Il vit les 2 carnets identiques dans mes mains. Ses yeux s'illuminèrent d'intérêt, l'intérêt d'un explorateur qui découvre un nouvel artefact inexplicable. « C'est notre seul rapport, la preuve. » Il fit un pas vers moi. « Ce n'est pas le journal, » répondis-je calmement en le regardant dans les yeux. « C'est un scénario, et il dit que cette scène est terminée. » Je ne lui montrai pas la dernière ligne. Ça n'avait aucun sens. Il ne m'aurait donc pas cru. Ou pire, il m'aurait cru. Et ça les aurait définitivement brisés. Sans attendre leur réaction, je jetai les 2 cahiers dans le feu. Les couvertures en cuir se recroquevillèrent, d'abord sous l'effet de la chaleur, puis noircirent, et enfin, le feu atteignit les pages. Je regardais les flammes dévorer mes notes, mes observations, nos peurs, et la seule preuve que nous n'étions pas fous. Evelyn observait en silence. Liam n'a même pas tourné la tête. Coleman me regardait, et j'ai vu dans son regard s'éteindre la dernière lueur d'espoir de pouvoir sortir de cette situation en conservant un semblant de sens. Il avait compris que j'avais abandonné et que j'avais obéi à un ordre qu'aucun d'entre eux n'avait entendu. Toute la journée s'écoula dans un silence apathique. On n'était plus une équipe, mais juste 3 personnes et un vide assis dans une clairière, attendant la fin. On mangeait, buvait de l'eau et marchait autour du campement de manière mécanique. La routine était toujours là, mais le but avait disparu. On n'essayait plus de comprendre ni de se battre. On attendait, c'est tout. Vers le soir, quand les ombres s'allongèrent et que l'air se refroidit, Liam parla pour la première fois depuis des heures. « J'ai la main gelée, » dit-il en se frottant l'avant-bras gauche. « C'est une sensation bizarre, comme si elle était engourdie, mais qu'il y avait quelque chose qui appuyait à l'intérieur. » Personne n'y prêta vraiment attention. Mauvaise circulation sanguine, nerfs à fleur de peau. On était tous à bout. Mais Liam n'était pas rassuré. Il continuait à se frotter le bras, le visage perplexe. « Ça bouge », murmura-t-il après un moment. « Je le sens. Quelque chose de froid rampe sous ma peau. » On le regarda alors tous. Il n'y avait pas de panique dans sa voix, juste un constat. Evelyn s'est approchée de lui. « Remonte ta manche », a-t-elle ordonné. Liam a docilement remonté la manche de sa veste et de son sous-vêtement thermique jusqu'au coude. On a fixé son bras pâle, recouvert de poils clairs. Et on l'a vu. Sous la peau, à l'intérieur de l'avant-bras, on voyait une fine ligne noire, parfaitement droite. Elle faisait environ 2 cm de long. Ce n'était ni une égratignure ni un bleu. Elle était sous la peau, comme si quelqu'un avait implanté un morceau de mine de crayon sous l'épiderme. Il n'y avait ni inflammation, ni perforation, ni sang. Juste une ligne bizarre, bien droite, à l'intérieur d'un être vivant. On la regardait, figée. Et pendant qu'on la regardait, cette ligne a glissé doucement, sans effort visible, d'1 centimètre vers le haut,
vers le pli du coude. Elle bougeait comme l'aiguille d'une montre, mais sous la peau. Liam regardait ça avec la même curiosité distante que nous. Il n'était plus un acteur de la scène, il était devenu un objet d'exposition. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Une intrusion physique, la violation de la dernière frontière, nos propres corps. C'est à l'intérieur de lui, a murmuré Evelyn. Coleman bondit brusquement. Son visage se déforma. Ce n'était pas de la peur, mais la rage de l'impuissance. Il voyait un ennemi qui était hors d'atteinte, un ennemi qui pouvait les démembrer, atome par atome, tout en étant en parfaite sécurité. « Non, grogna-t-il, ça suffit. Je ne vais pas rester ici à attendre que cette saloperie s'empare de moi. » Il attrapa son fusil et son petit sac à dos, dans lequel il ne restait qu'une gourde d'eau. « Je m'en vais, » dit-il sans s'adresser à personne en particulier. « Tout seul, je m'en fiche de savoir où je vais. Mieux vaut mourir en marchant que de rester ici à pourrir. » On n'a pas essayé de le retenir, c'était inutile. Il ne nous a pas regardés, il n'a pas dit au revoir, il s'est juste retourné et a quitté la clairière d'un pas décidé. Mais il ne partit pas vers l'est, où se trouvait en théorie la route et le salut. Il ne partit pas non plus vers le nord ou le sud pour essayer de trouver un nouvel itinéraire. Il partit tout droit vers l'ouest, en arrière, au plus profond de la forêt, dans la direction même où nos traces nous avaient menés le jour où nous avions tenté de nous échapper. C'était comme s'il avait arrêté de lutter contre la force qui contrôlait nos mouvements et s'était simplement soumis à elle, choisissant le chemin le plus court vers la source de ce cauchemar. On l'a regardé jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse entre les troncs sombres des arbres. On était restés tous les trois, moi, Evelyn et Liam. Après le départ de Coleman, la forêt replongea dans son silence mort et surnaturel. On transporta Liam dans sa tente et on le coucha sur son sac de couchage. Il ne résista pas et semblait même pas se rendre compte de ce qui se passait. Il restait allongé, les yeux fixés au plafond, se frottant de temps en temps le bras gauche. Evelyn et moi, nous sommes assis à l'entrée de sa tente, le regardant et observant le mur de arbres noirs. Il n'y avait rien à dire. Tous les mots avaient été dits, toutes les théories s'étaient effondrées. Il ne restait plus qu'à observer. Nous avons regardé la fine ligne noire sous la peau de Liam continuer son chemin. Elle avançait lentement, mais inexorablement. En quelques heures, elle a traversé le pli de son coude, a rampé le long de son biceps, puis a disparu sous la manche de son t-shirt. On n'a pas continué à le déshabiller. On avait déjà tout compris. Le processus était enclenché et irréversible. On assistait à la dernière étape de la métamorphose. Pendant la nuit, la ligne a atteint son cou. On a vu comment elle contournait la clavicule et commençait à remonter, près de l'artère carotide. Liam a arrêté de se frotter le bras. Il était juste allongé, les yeux ouverts, respirant calmement. Il n'était plus un être d'humain qui ressentait de l'inconfort. Il était devenu un conteneur qu'on transportait d'un endroit à un autre. Ça s'est passé à l'aube du 11e jour. La ligne a atteint sa mâchoire et a disparu, s'enfonçant quelque part vers la base du crâne. Pendant quelques minutes, rien ne s'est passé. Puis, Liam s'est lentement redressé, sans effort. Ses mouvements étaient védofluides, d'une précision inhumaine. Il a tourné la tête et nous a regardés. C'étaient les yeux de Liam, mais son regard était étranger. Il n'y avait ni peur, ni apathie, ni reconnaissance. Il n'y avait que la profondeur froide et insondable d'un esprit infiniment plus ancien et plus complexe que le nôtre. C'était le regard d'un scientifique observant des insectes dans un bocal. Il a ouvert la bouche. La voix qu'on entendit était celle de Liam, mais elle était dépourvue d'intonation. C'était un son pur, synthétisé. « Observation terminée », dit-il. « Passons à la phase suivante. » Sur ces mots, il se recoucha aussi doucement qu'il s'était redressé. Ses yeux se fermèrent. Sa respiration s'arrêta. Evelyn et moi sommes restés assis en silence,
regardant le corps de notre pote. Le soleil était sur le point de se lever, mais le ciel à l'est restait sombre. Au lieu de l'aube, le monde autour de nous a commencé à changer. Cela ne ressemblait pas à une disparition, plutôt à une décoloration. Les arbres à la lisière de la clairière perdaient leur netteté. Leurs contours s'estompaient, se confondant avec l'obscurité. Puis, ils ont commencé à fondre, comme une aquarelle sous un jet d'eau. Les sons, les odeurs ont disparu. La texture même de la réalité s'est amenuisée. En 1 minute, tous les arbres avaient disparu. La ligne d'horizon avait disparu. Le ciel avait disparu. On se retrouva sur un petit îlot de terre où se trouvait notre campement. Autour de nous, à l'infini, s'étendait un espace d'un blanc absolu, dépourvu d'ombre et de repères. Ni sol ni plafond, juste un vide baigné d'une lumière uniforme et sans vie, sans source. Notre petit monde était un cercle parfait d'environ 6 mètres de diamètre. Au centre se trouvait un feu éteint et 3 tentes. À l'entrée de l'une d'elles gisait le corps de Liam. Evelyne et moi étions assis sur un tronc. On a vérifié le sol sous nos pieds. C'était le même sol, avec les mêmes feuilles et les mêmes aiguilles de pin. On ne nous avait pas déplacés. Tout ce qui était autour de nous avait été enlevé. Le temps avait perdu tout son sens. On ne ressentait ni faim, ni soif. On était juste assis dans ce néant blanc, sur notre bout de forêt coupé du monde. On ne savait pas si plusieurs heures ou plusieurs jours s'étaient écoulés. Et puis, on l'a vu. Il se tenait à la limite de notre cercle, là où la terre s'arrêtait et où commençait la blancheur. C'était Coleman. Il était sain et sauf. Il portait les mêmes vêtements, le même fusil en bandoulière. Il se tenait là, les mains derrière le dos, et nous regardait simplement. Son visage était calme et impassible. Ce n'était pas le visage d'un homme qui avait retrouvé ses potes. C'était le visage d'un gardien qui vérifiait les occupants d'un enclos. Il n'essayait pas de parler ni de s'approcher. Il était juste là, faisant partie du nouveau paysage. Evelyne ne pleurait pas. Je n'avais pas peur. On était juste assis sur notre îlot de terre sous la lumière blanche inextinguible, et on regardait Coleman. Et lui, il nous regardait. Ce n'était pas notre pote qui s'était enfui. Il faisait partie du décor. Et à ce moment-là, j'ai tout compris. L'expédition n'était pas un échec. Au contraire, elle avait été incroyablement réussie. C'est juste qu'on n'était pas des chasseurs. On était des spécimens qui avaient été marqués, étudiés et finalement livrés à bon port.